Mesdames les députés, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants du monde associatif, monsieur le président de la LICRA, cher Mario Stasi, cher Harry Sebag, membre du directoire du groupe Partouche, Ginette Kolinka, Nelson Mandela, Charles Chay. Leur niveau de notoriété est très inégal. Ils ne se sont jamais rencontrés à l'exception d'une rencontre. Nelson Mandela est mort, les deux autres sont vivants, encore vivants. Nelson Mandela aurait aujourd'hui plus de 100 ans. Trois acteurs du XXe siècle et parfois aussi du XXIe siècle, trois combattants, même si leur combat a pris des formes différentes, trois témoins extraordinairement précieux de la lutte contre le racisme et contre la barbarie et contre l'antisémitisme. Pourquoi je les évoque tous les trois? Nelson Mandela d'abord parce que, il y a quelques jours seulement, nous avons choisi de baptiser le Grand Quai du Havre Esplanade Nelson Mandela. Le Grand Quai du Havre, c'est le quai historique du Havre. C'est là que pour nous, à vrai, tout a commencé. Il y a un peu plus de 500 ans. C'est là que se sont concentrées, pendant plusieurs siècles, les activités maritimes, portuaires de la ville du Havre. Et parmi ces activités maritimes et portuaires, en particulier au XVIIIe siècle, la traite des esclaves noirs. Une partie de la fortune du Havre vient du XVIIIe siècle et elle a été mal acquise. La traite des Noirs a changé le regard que les Occidentaux, les Européens en particulier, portaient sur les peuples noirs. Il y a malheureusement une continuité entre le commerce des esclaves noirs, la diffusion des théories raciales du XIXe siècle et l'arrivée au pouvoir de régimes racistes au XXe siècle. Et Le Havre a tenu, il y a quelques jours, à honorer la mémoire de Nelson Mandela, qui a reçu dans ses combats du XXe siècle le soutien de certaines forces politiques et syndicales locales. Et puis, Nelson Mandela, c'est la lutte contre l'apartheid sans violence, la plupart du temps sans violence, dans la dignité, mais c'est aussi le président de la République d'Afrique du Sud qui, contre tout et envers tout, a réussi à bâtir cette nation qu'on appelle encore la nation arc-en-ciel. On imagine difficilement aujourd'hui probablement tout ce qu'il a fallu de méthode, de pédagogie, d'habileté politique, d'habileté médiatique pour le président de la République d'Afrique du Sud pour bâtir, après l'apartheid, cette nation arc-en-ciel. Charles Chay est probablement le moins connu des trois. Il est né en 1924.
Il a aujourd'hui 95 ans. Il a débarqué en Normandie le 6 juin 1944, au petit matin, à Omaha Beach. On peut donc en déduire qu'il n'est pas kurde. Il n'est pas kurde. Il est américain. Mais c'est un native américain, un Indien. Et cet Indien d'Amérique s'est engagé dans l'armée américaine, a combattu dans les rangs de l'armée américaine, parce que, au-dessus de tout, il y avait le combat contre la barbarie nazie, le combat pour la liberté. Et Charles Chay revient tous les ans en Normandie, à l'occasion du 6 juin, où il est accueilli, reconnu comme un héros, aussi bien par les États-Unis d'Amérique, il a reçu la Silver Star, la plus haute distinction américaine, pour l'armée américaine, pour les soldats américains, et la Légion d'honneur lui a été également attribuée. J'ai rencontré pour la première fois Charles Chay dans des conditions assez improbables, où lui-même rencontrait pour la première fois Ginette Kolinka. C'était à l'aéroport de Cracovie, au début de l'année, en janvier 2019, et nous avions atterri ensemble à Cracovie avec près de 200 lycéens de Normandie. Et Charles Chay et Ginette Kolinka voulaient accompagner les jeunes Normands dans la visite d'Auschwitz et de Birkenau. Et je les ai vus, Ginette Kolinka était déjà sur place quand nous sommes arrivés, parce qu'elle était arrivée par un vol qui atterrissait avant le nôtre. J'ai vu Charles Chay embrasser Ginette Kolinka à l'aéroport de Cracovie. Rien ne laissait prévoir que cet homme et cette femme, l'un 94, l'autre 95 ans, se rencontreraient dans ces circonstances pour témoigner. Et pour témoigner d'abord auprès des jeunes générations. Accompagner les jeunes générations, les jeunes lycéens de Normandie, dans la découverte de l'horreur du pire camp de concentration et d'extermination nazi, du centre de mort de masse d'Auschwitz-Birkenau, où 1 million de juifs ont péri. Ginette Kolinka était au Havre hier. Elle avait répondu à mon invitation. Je lui avais demandé si elle viendrait au Havre pour témoigner à nouveau auprès des Havrais et en particulier auprès des collégiens et des lycéens havrais. Et Ginette Kolinka ne dit jamais non. Quand nous étions à Auschwitz en janvier 2019, elle avait fait un aller-retour en 5 jours pour accompagner un premier groupe, revenir en France, à Paris, et nous rejoindre 5 jours après. Et là, elle a accepté immédiatement mon invitation de venir au Havre, rencontrer en particulier les jeunes havrais pour témoigner. On a essayé d'organiser les choses, d'abord avec les lycéens. Je sais qu'il y a un collège à appeler directement Ginette Kolinka, et elle a dit oui. Et donc, les collégiens ont pu aussi la rencontrer. Et le témoignage de Ginette Kolinka est extraordinaire, de franchise, de franc-parler, de côté cash, direct. Elle ne cache rien.
mais elle ne le fait jamais sans jamais ajouter un surcroît d'émotion ou de pathos dans son témoignage, parce que l'horreur suffit à elle-même. Je vous invite à, comme je l'ai fait avec Mario Stasi, à lire ce qu'elle a écrit sur le livre d'or. Peut-être qu'il faudra qu'on le partage, parce que spontanément, ce qu'elle a écrit sur le livre d'or de la ville du Havre, sans papier, spontanément, est absolument remarquable. Remarquable aussi le fait que Ginette Kolinka a entamé sa carrière, c'est pas le bon terme, de passeur de mémoire à l'âge de 75 ans. D'abord parce que pendant très longtemps, ça a été très difficile d'en parler. Elle l'a dit à son tour, après que beaucoup l'aient dit avant elle. Mais ce travail qu'elle a entrepris il y a 20 ans maintenant, elle ne l'a débuté qu'à 75 ans. Mais elle le fait avec toute son énergie, avec un engagement extraordinaire, avec comme principal souci, le souci de témoigner ce qu'était la haine des nazis et d'engager les générations, les jeunes générations qu'elle rencontre à se tenir éloignées de toute haine, à rejeter tout sentiment de haine. Dans quelques années, ces grands témoins du XXe siècle auront disparu. Et il restera alors la LICRA, Monsieur le Président, la ville du Havre, bien d'autres territoires, je l'espère, bien d'autres associations, je l'espère aussi, et bien d'autres personnes pour continuer à lutter contre le racisme et contre l'antisémitisme. Je suis très heureux d'accueillir ce soir et pendant ces 3 jours une 9e université d'automne de la LICRA. Un lien fort unit désormais le Havre et la LICRA. Déjà en 2011, au moment où la ville accueillait les premières universités, qui n'étaient pas l'automne, mais des universités d'été, ces universités d'été de 2011 s'intitulaient « Un Havre contre le racisme ». J'étais alors adjoint au maire et je me souviens de l'importance que cet événement avait pris ici, au Havre. Tout comme la LICRA, nous avons fait de la lutte contre l'intolérance, contre le racisme et contre les fanatismes de toutes sortes un combat. Je suis fier de recevoir une fois de plus ceux qui mettent la tolérance et le respect des différences au cœur de leurs engagements. La LICRA a un rôle historique dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Cette année, vos universités ont pour thème « Au secours, la race revient ». À la fois une interrogation et bien sûr un cri d'alarme. Nous assistons depuis quelques années à la résurgence de théories raciales dans le débat public. Et ce constat est alarmant. Je rappellerai simplement le meurtre lâche, bien sûr, comme toujours, de Mireille Knoll en mars 2018. Mireille Knoll, comme Ginette Kolinka, avait survécu à la déportation. Mais elle a été assassinée parce qu'elle était juive à Paris en mars 2018. Je rappellerai aussi l'attentat meurtrier de Christchurch en Nouvelle-Zélande en mars 2019, l'attaque contre la synagogue de la ville de Halle
en Allemagne ce mercredi. Autant d'événements abjects qui illustrent les menaces haineuses qui planent sur nos sociétés. C'est cette lutte qui nous réunit aujourd'hui et pour ces 3 jours de débat. Afin de lutter contre ces théories raciales et contre ces idéologies racistes, l'éducation est la clé. Main dans la main avec l'éducation nationale, la ville du Havre a à cœur de former et de sensibiliser les jeunes générations pour lutter contre toute discrimination, toute incitation à la haine, tout racisme. La connaissance de soi, la connaissance des autres est la clé de tout. Connaître, apprendre, appréhender l'information, multiplier ses connaissances sont une façon majeure, prioritaire, de lutter contre toutes les intolérances et les rejets. Cette lutte nationale est prolongée au niveau local et j'encourage tous les Havrais à se mobiliser aux côtés de notre section havraise dont je salue la présidente et les représentants. Celle-ci est de tous les combats auprès des jeunes, toute l'année, dans nos collèges, dans nos écoles, dans les clubs de sport, mais aussi auprès des victimes. Merci à vous tous d'être venus participer à cette soirée, à ces échanges. Merci à tous ceux qui ont participé et qui vont participer encore aux tables rondes jusqu'à demain pour affirmer haut et fort le message de l'antiracisme et de la tolérance. Merci de votre attention. Mes chers amis, monsieur le maire, mesdames les députés, mesdames, messieurs les élus, c'est une histoire de couple, la ville du Havre et la LICRA. Un couple qui dure 9 ans. 9 ans de travail, 9 années chaleureuses, initiées par Édouard Philippe et Alain Jakubowicz, donc, qui va demander de bien vouloir l'excuser, puisque si bien Alain, pour la première fois, n'est pas là à nos côtés et à des impératifs professionnels. 9 années de fidélité, 9 années où Harry Sebag et le groupe Partouche nous accueillent chaque année encore un peu plus, j'allais dire fastueusement, il ne faut pas que je dise ça, mais avec, oui, c'était délicieux, on a été formidablement accueillis, Harry, un grand merci. Chaque année où j'ai vu grandir, s'épanouir, grossir, s'activer, devenir attractive, la section du Havre avec Dominique qui fait un travail remarquable. Et Dominique, je suis particulièrement fier du boulot que tu fais pour l'administration. Et puis qu'il me soit permis d'évoquer quelqu'un qui nous a accompagnés dans l'organisation de ces universités depuis son commencement, quelqu'un que j'avais rencontré dans d'autres fonctions, dans une autre ville, et que j'appréciais particulièrement. Je sais que certains d'entre vous pensent à lui, j'espère qu'il est avec nous aujourd'hui. Je voulais évoquer Michel Cyrano, qui nous a quittés cette année et qui était un partenaire efficace et de grande valeur. Voilà, je voulais que ce soit. Et la LICRA, ce sont des militants, ce sont des combattants, ce sont des militants ancrés dans le réel. La LICRA, c'est une association qui travaille avec les élus et avec les collectivités locales. Et ceux qui me connaissent savent que
lorsque je prends la parole, c'est que j'ai toujours une idée derrière la tête, un engagement dont je voudrais vous faire partager l'intensité aujourd'hui. Mon message, le message de la LICRA, c'est un message aux élus du peuple. Une adresse, monsieur le maire, à celles et à ceux qui sont en première ligne de la République et qui, chaque jour, donnent corps, âme à la vitalité démocratique de notre pays. Les élus, comme les militants associatifs, sont des engagés passionnés, des engagés volontaires, des militants qui se dévouent au même désir, à la même passion du matin au soir, du soir la nuit le matin. Je sais ce qu'est la vie d'un élu du peuple. Le même désir, la même passion, celui et celle d'être utile au bien public, utile à l'avènement d'une société plus fraternelle et plus forte. On ne dira jamais assez combien les élus dans une république, dans un système politique représentatif, incarnent la souveraineté du peuple depuis la Révolution française. Ils sont l'incarnation de la liberté, celle du vote, celle du libre choix. Et travaillant ce discours avec mon ami Stéphane, à qui je veux aussi rendre hommage, nous avons, en regardant quelques éléments, quelques documents, quelques livres, retrouvé par hasard un cahier d'écolier. Un cahier d'écolier de décembre 1930. Et dans ce cahier, il y avait l'énoncé d'une leçon d'instruction civique d'un enfant de 10 ans. Au-delà du message, vous apprécierez la qualité de l'écriture et de la pensée d'un enfant de 10 ans en 1930. Nos pères étaient des sujets. La Révolution en a fait des citoyens. Je suis en République, et pour roi, je n'ai que moi-même. Nous votons aujourd'hui, nous voterons demain. Le souverain, c'est nous. Nous voulons tous ensemble régner comme il nous plaît, choisir qui bon nous semble, nommer qui nous convient dans notre bulletin. Les élus sont dépositaires et garants de notre liberté de choisir. Alors cette adresse aux élus de la nation, c'est d'abord une marque de soutien et de confiance. La légitimité des élus est aujourd'hui attaquée de toutes parts, c'est un sport national et populiste que de dire du mal des élus de la République. Il est urgent de mettre fin à ce défouloir, à ce lynchage permanent, car en dévaluant les élus, nous dévaluons nous-mêmes. Nous dévaluons notre choix, nous dévaluons notre démocratie. Ce mouvement participe d'un phénomène plus général que j'exècre, qui est celui du procès en légitimité, fait non seulement aux élus, mais aussi aux policiers, accusés d'être racistes, aux journalistes, d'être les serviteurs d'on ne sait quel système, aux associations, supposément inféodées au pouvoir, aux enseignants, dont la parole et l'autorité ne comptent plus autant auprès de la jeunesse. Nous avons un défi collectif à relever, si nous voulons que l'édifice républicain survive. Restaurer cette légitimité, la confiance dans la démocratie représentative, dans les médias, dans les corps intermédiaires, dans nos fonctionnaires. Mais cette adresse est aussi une invitation au courage. Dans la période où nous nous trouvons, dans celle que nous traversons, dans ces moments où le drame peut surgir, nous avons besoin d'élus courageux. Pas seulement des élus qui s'indignent. Il en va des élus comme des militants. Pas seulement des élus qui défilent. Il en va des élus comme des militants. Devant la résurgence inédite et parfois si violente du racisme et de l'antisémitisme, mais des élus qui s'engagent, qui agissent, qui mettent leurs convictions en mouvement en posant des actes, en faisant des choix, en prenant des décisions qu'ils s'imposent et qu'ils font et qu'ils s'imposent. Les décisions qui s'imposent et qu'ils imposent. Le courage, c'est dire les choses, c'est nommer les choses. Notre pays est au pied du mur. Un mur fissuré par le repli identitaire, un mur fissuré par le communautarisme, un mur fragilisé par le poison de la division. Alors,
Dire les choses, les nommer, c'est rappeler que nous vivons dans un espace commun, la nation. C'est rappeler que nous obéissons à des principes communs, parmi lesquels l'indivisibilité de la République. C'est rappeler que nous n'acceptons pas que soit hiérarchisée la nature en race, en groupe ethnique ou religieux. C'est rappeler que nous n'acceptons pas que nos concitoyens soient assignés à une identité religieuse qui primerait sur tout le reste. Dire les choses, les nommer, c'est dire et rappeler que la laïcité n'est pas une option parmi d'autres. Elle est gravée dans l'article 1 de notre Constitution qui dispose que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. La laïcité, c'est le fondement de tout le reste. Et sans elle, il serait vain de vouloir prétendre à défendre nos principes. La laïcité garantit la liberté absolue de conscience, le droit pour chacun d'avoir une religion ou de ne pas en avoir, et même d'en changer, qui garantit qu'un mur étanche sépare le débat politique des injonctions religieuses. Dire les choses, c'est rappeler que dans notre pays, toute idée est critiquable, qu'il n'existe pas de blasphème. C'est rappeler qu'aucun individu, quel qu'il soit, ne saurait être inquiété, injurié, menacé, agressé en raison de ses convictions religieuses, réelles ou supposées. Dire les choses, c'est refuser l'expression du racisme et de l'antisémitisme sous toutes ses formes, peu importe l'auteur, peu importe son statut, qu'il soit célèbre ou non. Et je veux évoquer ici maintenant, puisque certains se sont interrogés, la prise de parole que nous avons eue, nous, à la LICRA, alors que Lilian Thuram avait tenu des propos qui méritaient clarification. Et voyez-vous, le devoir d'un élu, c'est d'être clair dans ses actes, d'être cohérent entre les principes qu'il érige et les actes qu'il essaye de faire aboutir. Eh bien, la cohérence d'une association, c'est de se poser la question de savoir, non pas d'abord qui parle, mais qu'est-ce qui est dit. Est-ce que ce qui est dit est admissible ou non? Après, on regarde qui parle. Et il se trouve que Lilian Thuram a des combats formidables. Et il se trouve qu'il a jamais utilisé le mot déraper, d'ailleurs. Il a tenu des propos que si d'aucuns avaient tenus, nous aurions tout de suite conclu qu'il fallait réagir, peut-être agir en justice et autres. Alors nous avons simplement, nous sommes étonnés à la LICRA, et nous avons été les rares à nous étonner et à demander clarification. Clarification est arrivée, et nous avons tourné la page. Mais à la LICRA, nous devons toujours avoir ce devoir de vigilance. À la LICRA, comme l'avait indiqué brillamment l'an dernier Maël de Calan, citant Raymond Aron, cher au lycée François Ier de cette ville, nous ne hiérarchisons pas la haine. Dès lors que le principe est violé, il faut agir. C'est Charles Péguy, lors de l'affaire Dreyfus, dans son admirable livre Notre jeunesse, qui explique très bien la philosophie dans laquelle nous nous inscrivons pleinement. Une seule injustice, un seul crime, une seule illégalité, surtout si elle est officiellement enregistrée, confirmée, une seule injure à l'humanité, une seule injure à la justice et au droit, surtout si elle est universellement, légalement, nationalement, commodément acceptée. Un seul crime rompt et suffit à rompre tout le pacte social, tout le contrat social. Une seule forfaiture, un seul déshonneur suffit à perdre l'honneur, à déshonorer tout un peuple. C'est un point de gangrène qui corrompt tout le corps. Le courage, c'est d'agir au quotidien avec cette fermeté, fondée sur les principes de la République. L'action d'un élu, c'est de mener des politiques locales irriguées par la volonté de rassembler et de réunir autour de l'idéal républicain. C'est donner un sens à l'action politique en assumant d'expliquer à notre jeunesse ce qu'est la République, ce qu'est l'universalisme, ce qu'est l'héritage des Lumières grâce à des politiques éducatives, et je vous remercie, mais vous exercez pleinement votre rôle en rappelant l'importance de l'éducation et de l'action que vous menez en concertation avec l'éducation nationale, comme nous la menons en concertation avec l'éducation nationale,
Et je vous demande de la mener avec nous, puisque nous avons besoin de combattants et de forces vives. Nous ne serons jamais assez pour mener ces combats, grâce à ces politiques éducatives engagées et militantes qui, trop souvent ces dernières années, ont souffert d'un mal terrible, celui du relativisme. Il faut mobiliser chaque compétence, municipale, intercommunale, départementale ou régionale, pour irriguer des valeurs gravées au fronton de nos édifices publics. L'action d'un élu de la nation, c'est de refuser d'accorder des subventions publiques à des associations qui vomissent sur nos principes et dont le fonds de commerce est de diviser et de rompre le pacte social. C'est d'assumer jusqu'au bout la laïcité dans l'exercice du service public, à commencer par l'école. C'est mettre en place des mécanismes de lutte contre les discriminations qui protègent et qui garantissent à chacun un accès égal aux services publics, au logement, au travail, à l'emploi, au crédit, au loisir, dans le respect de nos règles communes. L'égalité républicaine ne doit pas rester une vaine promesse irréalisable. Vous l'avez compris, ce n'est pas à l'élu du maire que je m'adresse, mais à l'élu en général. Et si nous sommes ici au Havre, ce n'est pas un hasard, c'est que nous savons pertinemment que cet idéal républicain, qu'à notre échelle de militants associatifs nous essayons de faire vivre, nous savons que cet idéal républicain, par les politiques que les différents maires ont menées dans cette ville, il retrouve un écho, il retrouve un terrain, il retrouve une concrétisation qui fait que la LICRA est chez elle au Havre. L'action d'un élu de la République, c'est de refuser dans l'action quotidienne toute compromission avec l'extrémisme, avec le populisme, d'où qu'ils viennent, avec tous ceux qui font commerce de l'abêtissement et de la caricature, avec ceux qui, comme Zemmour, désignent les musulmans à la vindicte, comme Alain Soral et Dieudonné font profession lucrative d'antisémitisme en surfant sur le mouvement des Gilets jaunes, ou encore avec ceux qui, comme la famille Le Pen, excitent les peurs d'une prétendue, et je cite, submersion migratoire. L'action d'un élu, c'est rejeter et combattre ces mouvements d'extrême gauche qui ont fait de la race leur étalon de la pensée prétendument décoloniale, et qui ont ressuscité les fantômes anachroniques du colonialisme en organisant des réunions interdites aux Blancs, ces réunions réservées aux racisés. L'action d'un élu, c'est ne prêter aucun crédit, aucune considération, aucune audience, aucune concession électoralisme à l'islamisme, qui de sa forme la plus larvée à sa forme la plus violente fait le pari de l'effondrement de la France. C'est répondre à l'appel du président de la République prônant une société de vigilance. J'entends une société de l'attention, en un seul mot, et de la responsabilité pour lutter contre la radicalisation, cette dérive sectaire et mortelle d'une religion qui, dans une escalade infernale, sème la tension, la division, l'affrontement, et on l'a tragiquement vu, la mort. Et mes chers amis militants, cette société de vigilance, cette société de l'attention, cette société où l'individu sort de son smartphone et se soucie de nouveau un peu plus, et c'est évidemment pas à vous que je parle, mais aux autres, de la collectif, du sens de la nation, du sens de la République, cette civilisation qui sort de l'individualisme pour prêter attention à l'autre, pour que l'on puisse déceler chez l'autre non pas des signes faibles, mais des signes manifestes d'une dérive que l'on ne voit pas parce qu'on ne regarde plus l'autre. C'est cette société de l'attention qu'il faut retrouver. Vous le voyez, monsieur le maire, cette lutte contre le racisme et l'antisémitisme est une lutte quotidienne, vous le savez, je le sais, nous le savons. Une lutte de terrain, une lutte qui exige cet engagement. Elle ne se satisfera pas des incantations, des tribunes, des tweets, des posts. L'engagement, c'est la part personnelle que chacun d'entre nous peut et doit apporter à l'édifice d'un bien commun, la République. C'est par de petites avancées que nous gagnerons la bataille des consciences. C'est en organisant dans le temps périscolaire des élèves des actions concrètes, par la culture, par le sport, par le numérique, destinées à leur donner tous les moyens de devenir des citoyens conscients, actifs et engagés.
faire naître chez certains l'esprit de doute. L'esprit de doute. Et je relisais une phrase de Lautréamont. Le doute est le plus bel hommage donné à l'espoir. C'est en occupant le terrain des universités pour aller débattre comme nous le faisons, Frédéric Potier de la LICRA et moi-même, ville après ville, et nous sommes venus au Havre en mars dernier, occuper 2 amphithéâtres et débattre avec des étudiants. C'est en allant dans les missions locales comme nous l'avons fait ici et à Fécamp pour déconstruire les prisons identitaires et les préjugés d'une partie de la jeunesse. C'est en allant dans les entreprises pour mettre en place une véritable boîte à outils contre les discriminations, contre les revendications communautaristes, contre les signes de radicalisation. C'est en formant les agents d'une collectivité publique et de l'État, toutes catégories, dès leur entrée dans la carrière et tout au long de la vie pour qu'ils deviennent les premiers ambassadeurs des principes républicains. C'est un travail infini qui vous attend. C'est un travail infini qui nous attend, qu'il nous faut recommencer chaque jour, avec des réussites, avec des échecs. Cet engagement de tout instant est un combat pour la République. C'est un combat qui nous appartient de mener ensemble, militants engagés de la LICRA et élus de la nation. Éloignons, rejetons, refusons l'habitude et l'immobilisme qui nous guettent parfois et nous piègent toujours. Certes, comme le disait James Baldwin, on ne peut pas changer tout ce qu'on affronte. Mais rien ne peut changer si on ne l'affronte pas. Mes amis, au combat républicain, au travail républicain. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous sommes tous frères et sœurs parce que nous sommes tous les enfants de cette République une et indivisible, laïque, démocratique et sociale.